j'ai découvert que ma femme me trompait parce qu'une infirmière de l'hôpital a pensé que je devais connaître le nom de l'homme qui était avec elle lorsque leur voiture s'est encastrée dans un poteau téléphonique à 2 heures du matin. Cette simple phrase a mis fin à mon mariage avant même que je n'aie le temps de réaliser que ma femme aurait pu mourir. Mais voilà ce que personne ne veut entendre, au moment où j'ai appris qu'elle n'était pas seule dans cette voiture, j'ai cessé de me soucier de savoir si elle vivait ou mourait. Je sais à quel point cela peut paraître horrible, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je m'appelle Thomas, j'ai 33 ans, et ce que je m'apprête à vous raconter s'est passé il y a 10 mois, même si certains jours, j'ai l'impression que c'était hier et d'autres, que c'était une autre vie. Je pensais avoir un mariage solide. Nous étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4, et nous avions ce genre de relation où l'on s'embrasse encore pour se dire au revoir le matin et où l'on s'envoie des mèmes stupides pendant le travail. Ma femme s'appelle Chloé. Elle a 31 ans, travaille dans le marketing, et c'est le genre de personne que tout le monde adore en soirée parce qu'elle est drôle, charmante et sait exactement quoi dire pour que vous vous sentiez spécial. Je pensais avoir de la chance. Je pensais avoir gagné au loto en trouvant quelqu'un qui voulait vraiment construire une vie avec moi. Avec le recul, je vois à quel point cela semble naïf. Mais à l'époque, je croyais sincèrement que nous étions heureux. Ce vendredi soir-là, Chloé est arrivée dans le salon avec son sac de voyage déjà prêt et m'a dit qu'elle partait voir son amie Julie pour le week-end. Julie venait apparemment de vivre une rupture terrible, et Chloé voulait être là pour elle. Elle m'a dit que Julie était au plus mal, qu'elle pleurait tout le temps, ne mangeait plus, la totale. Je me souviens m'être dit que c'était adorable que ma femme se soucie autant de ses amis. Je l'ai même aidé à porter son sac jusqu'à la voiture. Je lui ai demandé si elle voulait que je vérifie la pression de ses pneus parce que cela faisait un moment qu'elle n'avait pas fait sa révision, et elle a ri, m'a embrassé et m'a dit que je m'inquiétais trop. Elle a dit que tout irait bien et qu'elle m'enverrait un SMS en arrivant. Je l'ai regardé sortir de l'allée, j'ai fait un signe de la main comme un idiot, et je suis rentré regarder un film que je voulais voir depuis longtemps. Je lui faisais une confiance aveugle. C'est la partie qui me donne envie de frapper dans quelque chose à chaque fois que j'y pense. Je lui faisais tellement confiance que je n'ai pas remis en question un seul mot de ce qu'elle a dit. Elle m'a envoyé un SMS vers 21h disant qu'elle était bien arrivée et que Julie allait plus mal qu'elle ne le pensait. J'ai répondu avec un emoji cœur et je lui ai dit de faire un câlin à Julie de ma part. Puis je suis allé me coucher seul, pensant que ma femme était une bonne amie, et je me suis endormi en me sentant reconnaissant d'avoir épousé quelqu'un avec un si grand cœur. Le samedi matin, je me suis réveillé en attendant un SMS de Chloé. Peut-être une photo d'elle et Julie prenant le petit déjeuner ou faisant une séance de bien-être. Rien. Je me suis dit qu'elle faisait la grasse matinée. À midi, je commençais à trouver ça un peu bizarre, mais je ne voulais pas être ce mari qui vérifie toutes les 5 minutes. À 18h, j'avais envoyé 3 SMS et essayé d'appeler 2 fois, tombant directement sur la messagerie. Là, j'étais vraiment inquiet. Avez-vous déjà eu ce sentiment que quelque chose ne va pas, sans pouvoir mettre le doigt dessus? C'est là que j'en étais. À 1h du matin, je faisais les 100 pas dans la maison, essayant de décider si je réagissais de manière excessive ou si quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai failli appeler la police. Je cherchais littéralement le numéro du commissariat quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu immédiatement, le cœur battant, m'attendant à ce que Chloé ait perdu son téléphone ou quelque chose comme ça. La femme à l'autre bout du fil a demandé si j'étais Thomas Mercier, et sa voix avait ce ton calme et professionnel que le personnel médical utilise lorsqu'il s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle. J'ai confirmé que c'était moi et j'ai demandé qui appelait. Elle m'a dit qu'elle appelait des urgences du centre hospitalier et que ma femme Chloé avait été admise environ 1 heure plus tôt à la suite d'un accident de la route. Elle a dit que Chloé était stable mais qu'elle avait des blessures et que je devais venir le plus vite possible. Tout est devenu flou pendant une seconde. Ma femme était à l'hôpital. Ma femme avait eu un accident de voiture. Ma femme aurait pu mourir. Je lui ai dit que j'arrivais tout de suite. Que je pouvais être là dans 20 minutes. J'ai demandé si Chloé allait bien et ce qui s'était passé. L'infirmière m'a expliqué que Chloé avait une commotion cérébrale, plusieurs lacérations et une possible côte fracturée. Elle a dit que Chloé était consciente et me réclamait, mais ensuite elle a ajouté quelque chose qui a glacé mon sang. Monsieur, je dois vous informer que votre femme n'était pas seule dans le véhicule. Je me suis figé. Mon cerveau a mis quelques secondes à traiter ce qu'elle venait de dire.
Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. L'autre passager du véhicule était un certain monsieur Adrien Lefebvre, a-t-elle dit. Il a également été blessé dans l'accident et est actuellement soigné aux urgences. Silence. Silence complet. Total. Pas le silence où l'on cherche ses mots. Le silence où chaque pensée dans votre tête vient d'être supprimée et remplacée par un unique point d'interrogation hurlant. Adrien Lefebvre. Je connaissais ce nom. Chloé l'avait déjà mentionné. Toujours avec désinvolture, toujours en passant. C'était une sorte d'artiste, il faisait du design en freelance, et apparemment il s'était croisé lors d'un événement de réseautage organisé par son entreprise il y a des mois. Elle avait mentionné qu'Adrien l'avait aidé à contacter un graphiste ou qu'il avait recommandé une galerie dans le centre-ville. Adrien, le type qu'elle n'avait jamais suggéré que je rencontre. Le type dont le nom revenait juste assez souvent pour sembler normal, mais pas assez pour paraître suspect. L'infirmière a demandé si j'étais toujours là, et j'ai réussi à dire oui, que j'étais toujours en ligne. Elle a demandé si je venais à l'hôpital ce soir. J'ai regardé mon salon, le canapé où Chloé et moi regardions des films ensemble. Les photos de notre mariage au mur, la table basse où hier matin encore nous prenions le petit déjeuner ensemble et où elle se plaignait de son patron pendant que j'écoutais comme un bon mari. J'ai remercié doucement l'infirmière pour son appel et j'ai dit que j'appréciais qu'elle m'ait prévenu. Elle a commencé à dire quelque chose à propos de Chloé qui me demandait, mais j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine très soigneusement, comme s'il était en verre et risquait de se briser si je n'étais pas délicat. Puis je me suis assis à la table et j'ai fixé le mur pendant ce qui aurait pu être 5 minutes ou 5 heures. Je ne saurais honnêtement pas vous dire. Ma femme m'avait menti. Elle n'était pas allée voir Julie. Elle était partie rejoindre Adrien Lefebvre. Elle m'avait regardé dans les yeux, m'avait embrassé pour me dire au revoir, m'avait laissé l'aider à faire son sac et était partie passer la nuit avec un autre homme. Et puis elle s'était plantée en voiture avec lui à 2 heures du matin, revenant de l'endroit où ils avaient été ensemble. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté ni frappé le mur ni fait aucune des choses que l'on voit les gens faire dans les films quand ils découvrent qu'ils ont été trahis. Je suis juste resté assis là, avec l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et arraché tout ce qui me rendait humain, ne laissant derrière qu'une coquille vide qui savait encore respirer. C'est à ce moment-là que mon mariage s'est terminé. Pas quand j'ai rempli les papiers. Pas quand j'ai déménagé. Juste là, assis à ma table de cuisine à 2h30 du matin, portant encore le t-shirt dans lequel j'avais dormi, tenant un téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer avec des appels de l'hôpital auxquels je n'allais pas répondre. Ma femme était à l'hôpital et me demandait, et je n'allais pas y aller, et tout le monde allait penser que j'étais un monstre, et je m'en fichais parce que la personne que j'avais promis d'aimer dans la maladie et la santé venait de se révéler être quelqu'un que je ne connaissais même pas. Laissez-moi faire une pause ici une seconde parce que je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez que j'aurais dû aller à l'hôpital, que j'aurais dû au moins m'assurer qu'elle allait bien avant de prendre une décision. Et peut-être que vous avez raison. Mais voici ce que j'ai réalisé à ce moment-là. Le mensonge élaboré qu'elle avait construit, la fausse crise avec Julie, la planification minutieuse, tout cela me disait que ce n'était pas une erreur. C'était calculé. Quand quelqu'un peut vous regarder dans les yeux et mentir avec autant d'aisance, de quoi d'autre est-il capable? Cette question me terrifiait plus que tout le reste. Je ne suis pas allé à l'hôpital cette nuit-là. Et je sais que cela me fait passer pour une personne froide et sans cœur, mais laissez-moi vous dire ce que j'ai fait à la place. Je suis resté assis à ma table de cuisine jusqu'au lever du soleil, fixant mon téléphone pendant qu'il vibrait encore et encore avec des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Et j'ai laissé chacun d'eux aller sur la messagerie. Je n'étais pas cruel. J'étais sous le choc. Le genre de choc où votre cerveau s'éteint simplement parce qu'il ne peut pas traiter ce qui se passe. Comme quand on touche quelque chose de si brûlant que pendant une seconde, on ne sent même pas la douleur. On ne sent rien. C'est là où j'en étais, nulle part. Ma femme était dans un lit d'hôpital et demandait après moi. Et j'étais assis dans notre cuisine en réalisant que tout ce que je croyais savoir sur ma vie était un mensonge. Mais je ne pouvais pas rester assis là éternellement à ne rien faire. Alors vers 7 heures du matin, quand j'ai pensé que les gens seraient réveillés, j'ai fait la seule chose qui me semblait logique. J'ai appelé Julie, l'amie de Chloé, celle qu'elle était censée visiter,
celle qui était censée traverser une rupture terrible et avait si désespérément besoin du soutien de ma femme que Chloé avait dû tout laisser tomber et faire la route pour le week-end. Julie a répondu à la 4e sonnerie, l'air groggy et confus, et je lui ai demandé si Chloé était toujours là avec elle. Il y a eu un long silence. Puis Julie m'a demandé de quoi je parlais. J'ai expliqué que Chloé était partie vendredi soir pour passer le week-end avec elle pour l'aider à surmonter sa rupture. Et est-ce qu'elle allait bien? Est-ce que je pouvais parler à Chloé une seconde? Un autre silence, plus long cette fois. Thomas. Je ne traverse pas de rupture, a dit Julie. Et Chloé n'est pas là. Je ne l'ai pas vue depuis environ 3 semaines. Est-ce que tout va bien? Je l'ai remerciée, je lui ai dit que tout allait bien et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas la liaison. Je veux dire, oui, l'adultère était horrible, mais les gens ont des liaisons. Les gens font des erreurs. Les gens deviennent faibles, stupides ou égoïstes. Ce qui m'a brisé, c'était le mensonge, la planification, le caractère délibéré de tout ça. Chloé ne m'avait pas seulement trompé dans un moment de faiblesse. Elle avait construit une fausse réalité entière. Elle avait choisi le nom de Julie spécifiquement parce qu'elle savait que je ne poserais pas de questions. Elle avait inventé une rupture, inventé une crise, m'avait regardé dans les yeux et m'avait raconté cette histoire élaborée. Laisse-moi t'aider à faire ton sac. Laisse-moi t'embrasser au revoir. Laisse-moi m'inquiéter de la pression de tes pneus, bon sang. Elle m'avait envoyé des SMS depuis l'endroit où elle était réellement, prétendant être chez Julie, me disant que Julie allait plus mal que prévu. Chaque mot était calculé. Chaque moment était une performance. Et j'avais cru à tout cela parce que je faisais confiance à ma femme. J'avais besoin de voir la voiture. Je ne sais pas pourquoi exactement. Peut-être que je pensais que voir la preuve physique rendrait la chose réelle. Ou peut-être que j'avais juste besoin de quelque chose de concret auquel me raccrocher parce que toute ma réalité venait de se dissoudre dans le néant. J'ai appelé le commissariat et demandé où les véhicules accidentés étaient remorqués, et ils m'ont donné l'adresse d'une fourrière à l'est de la ville. J'y suis allé vers 10 heures du matin, je leur ai montré ma carte d'identité et notre certificat de mariage ainsi que la carte grise, et ils m'ont laissé passer pour examiner le véhicule. La voiture était pire que ce que j'avais imaginé. Tout l'avant était écrasé comme une canette de soda. Le pare-brise était brisé, et il y avait du sang séché sur l'appui-tête côté conducteur qui m'a retourné l'estomac. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus touché. Ce qui m'a touché, ce sont les bagages. Le sac de voyage de Chloé était toujours sur la banquette arrière, partiellement ouvert, et je pouvais voir des vêtements en dépassé. J'ai ouvert la portière et tiré le sac vers moi. Et c'est là que je l'ai vu. De la lingerie. De la lingerie chère. Le genre qu'elle avait acheté pour notre anniversaire l'année dernière. Le genre qu'elle avait porté pour moi avec ce sourire timide qu'elle a quand elle essaie d'être romantique. De la dentelle noire, de la soie rouge, des choses que je reconnaissais parce que je les avais déjà vues dans notre chambre. Elle les avait emballées pour lui. Elle avait pris les choses intimes qui appartenaient à notre mariage et les avait apportées à un autre homme. J'avais envie de vomir, mais j'ai continué à regarder parce qu'une partie de moi avait besoin de tout savoir. Il y avait un petit sac séparé, comme une trousse de toilette, et à l'intérieur il y avait des protections, de l'huile de massage et une bouteille de vin coûteuse. Ce n'était pas quelque chose de spontané. C'était planifié, méticuleusement planifié. Puis j'ai vu le siège auto. Le siège auto de notre neveu, toujours attaché sur la banquette arrière où je l'avais installé il y a 2 week-ends quand mon frère et sa famille nous avaient rendu visite. Chloé avait vu ce siège auto. Elle l'avait regardé, savait qu'il était là, et était quand même montée dans cette voiture avec Adrien Lefebvre pour aller là où ils allaient. Elle avait été prête à risquer non seulement sa propre vie, mais potentiellement la vie d'un enfant si les circonstances avaient été différentes, si mon frère avait eu besoin qu'on le garde, si quelque chose avait changé dans le plan. C'est là que quelque chose de fondamental a basculé en moi. Jusqu'à ce moment, une partie de moi pensait encore à Chloé comme à ma femme, comme à quelqu'un que j'aimais et qui m'avait blessé, comme à quelqu'un que je pourrais éventuellement pardonner ou au moins comprendre. Mais là, debout, regardant ce siège auto, j'ai réalisé que je regardais les débris laissés par quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. La Chloé que j'avais épousée n'aurait jamais été aussi imprudente. La Chloé que j'avais épousée n'aurait jamais planifié quelque chose d'aussi élaboré.
La Chloé que je croyais connaître n'existait pas. Elle n'avait jamais existé. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, les bagages, la lingerie, la trousse de toilette, le siège auto. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être comme preuve, peut-être pour la procédure de divorce, peut-être juste pour me prouver plus tard que je n'avais pas rêvé. Puis j'ai fermé la portière de la voiture, je suis retourné à mon véhicule et je suis rentré chez moi dans un silence complet. Mon téléphone affichait 23 appels manqués à ce moment-là, certains de l'hôpital, certains de numéros que je ne reconnaissais pas, plusieurs de la sœur de Chloé, Sophie. J'ai ignoré tout le monde. Quand je suis rentré, je me suis assis à mon ordinateur et j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce. J'ai lu des avis, comparé les prix, vérifié les références. Je l'ai fait de la même manière que je chercherais un nouvel ordinateur portable ou une destination de vacances, méthodiquement et avec un détachement émotionnel, parce que si je me laissais ressentir quoi que ce soit, j'allais m'effondrer. J'ai programmé une consultation pour la semaine suivante avec un type spécialisé dans les divorces contentieux. Puis je suis allé dans notre chambre et j'ai commencé à sortir mes vêtements du placard. Je ne déménageais pas. Pas encore. Mais j'avais besoin de séparer mes affaires des siennes parce que je ne pouvais plus regarder notre placard commun sans avoir envie de tout brûler à l'intérieur. La sœur de Chloé, Sophie, a appelé à nouveau cet après-midi-là. Et cette fois, j'ai répondu. Elle pleurait, me demandant où j'étais, pourquoi je n'étais pas venu à l'hôpital. Est-ce que je me fichais que Chloé soit blessée? Quel genre de mari abandonne sa femme quand elle est blessée? Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit très calmement que je ne pouvais pas être près de quelqu'un qui m'avait menti si complètement et que je demandais le divorce. Sophie s'est tue. Puis elle a demandé de quoi je parlais. Quel mensonge? Et j'ai réalisé que Chloé n'avait dit la vérité à personne. Bien sûr qu'elle ne l'avait pas fait. Alors j'ai tout raconté à Sophie, l'appel à Julie, l'histoire de la fausse rupture, Adrien Lefebvre dans la voiture, la lingerie, et tout ce que j'avais trouvé dans le sac de voyage. Sophie n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit qu'elle avait besoin de digérer ça et qu'elle me rappellerait. Elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé ce jour-là. Et quand elle a recommencé à appeler quelques jours plus tard, c'était pour me supplier de rendre visite à Chloé quand même parce que la famille c'est la famille. Je suppose que les liens du sang sont vraiment plus forts que tout. Ou peut-être qu'elle ne pouvait tout simplement pas accepter que sa sœur soit capable d'une chose pareille. Voici ce que je veux que vous compreniez. Je ne vous raconte pas cette histoire pour obtenir de la sympathie ou pour prouver que j'avais raison. Je vous la raconte parce que je pense que beaucoup de gens restent dans des situations comme celle-ci par culpabilité, par obligation ou parce qu'ils s'inquiètent de ce que les autres vont penser. Et je veux que vous sachiez que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner de quelqu'un qui vous a montré exactement qui il est. Seriez-vous allé à l'hôpital? Auriez-vous essayé d'arranger les choses? Je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis pour la première fois en 4 ans. J'ai fixé le plafond en pensant au siège auto, à la lingerie, au poteau téléphonique et aux mensonges. Et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis le début. Je ne faisais pas le deuil de ma femme. Je faisais le deuil d'une personne qui n'avait jamais vraiment existé. Chloé m'a appelé le lundi matin depuis l'hôpital et j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être que je voulais entendre ce qu'elle dirait. Peut-être que j'avais besoin de la confirmation que je faisais la bonne chose. Je ne sais pas. Sa voix était faible et tremblante. Elle m'a demandé où j'étais, pourquoi je n'étais pas venu la voir. Est-ce que je me fichais qu'elle ait été blessée? Elle a dit qu'elle me réclamait depuis 3 jours et que personne ne voulait lui dire où j'étais. Elle semblait sincèrement confuse, comme si elle ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi son mari n'était pas assis à son chevet en lui tenant la main. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste écouté sa respiration à l'autre bout du fil. Cette femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 4 ans, et je ne ressentais absolument rien. Puis je lui ai dit très calmement que je savais pour Adrien Lefebvre. Il y a eu un silence. Pas le genre de silence où l'on réfléchit à quoi dire. Le genre de silence où le monde entier de quelqu'un vient de s'effondrer et où il essaie de comprendre comment le reconstruire assez vite pour sauver quelque chose. Puis elle a commencé à pleurer et à dire que ce n'était pas ce que je croyais, qu'elle pouvait expliquer, que c'était compliqué et que je devais venir à l'hôpital pour qu'on puisse parler en personne. Je lui ai demandé si elle était avec lui cette nuit-là.
Encore du silence. Puis elle a dit oui, mais que je ne comprenais pas toute la situation. Je lui ai demandé si elle avait menti sur le fait d'aller voir Julie. Elle a dit oui, mais qu'elle l'avait fait seulement parce qu'elle ne savait pas comment me dire la vérité. Je lui ai demandé si elle avait mis notre lingerie d'anniversaire dans son sac pour la porter pour un autre homme. Elle n'a pas répondu à celle-là. À la place, elle a commencé à parler de sa douleur, de la peur qu'elle avait eue quand la voiture s'est écrasée, comment elle avait cru qu'elle allait mourir, et que tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était moi. Je lui ai dit que j'avais parlé à Julie, que j'avais vu la voiture et tout ce qu'il y avait dedans, et que j'avais déjà contacté un avocat pour le divorce. Elle a pété les plombs, puis a commencé à me hurler dessus à travers le téléphone, me traitant de sans-cœur, demandant comment je pouvais l'abandonner alors qu'elle était allongée dans un lit d'hôpital, disant que j'étais un monstre de me soucier plus de ma fierté que de sa sécurité. Je l'ai laissé crier jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de souffle. Puis j'ai dit la seule chose qui comptait, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti. Je lui ai dit qu'elle avait planifié ça, qu'elle avait utilisé notre ami comme couverture, qu'elle m'avait laissé l'aider à faire un sac plein de mensonges, et que je ne pouvais plus croire un seul mot sortant de sa bouche. Elle s'est tue à nouveau. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point nous étions vraiment loin l'un de l'autre. Elle a dit que ce qui l'a blessé le plus n'était pas l'accident, ni même de me perdre, mais que je sois si cruel alors qu'elle avait le plus besoin de moi. Comme si elle était la victime ici, comme si j'étais celui qui avait fait quelque chose de mal. La pression est venue de tout le monde après ça. Sa sœur Sophie m'a appelé régulièrement pendant 2 semaines en me suppliant d'au moins rendre visite à Chloé une fois pour lui donner une chance de s'expliquer en personne, pour faire preuve d'un minimum de décence humaine. Je ne sais pas si Sophie ne croyait pas ce que je lui avais dit sur la liaison ou si elle pensait juste que la famille devait rester unie quoi qu'il arrive, mais elle semblait sincèrement penser que j'étais le méchant dans cette situation. Ses parents m'ont appelé aussi, son père surtout, disant que je faisais une erreur, que les mariages traversent des zones de turbulence et qu'on ne jette pas 4 ans à la poubelle pour une nuit. Une nuit. C'est comme ça qu'ils continuaient à appeler ça, comme si c'était un baiser d'ivrogne à une fête et pas un week-end prémédité avec un autre homme. J'ai essayé de leur expliquer, mais personne ne voulait l'entendre. Ils se fichaient des mensonges, de la planification ou du fait que leur fille avait utilisé notre amie commune comme alibi. Tout ce qu'ils voyaient, c'était une femme blessée en convalescence chez sa sœur et un mari qui ne voulait pas venir la voir. J'étais le méchant de leur histoire, et rien de ce que je disais n'allait changer cela. Mes propres amis étaient divisés. La moitié d'entre eux comprenaient et soutenaient ma décision. L'autre moitié pensait que j'étais trop dur, que je devrais au moins attendre qu'elle soit complètement rétablie avant de prendre des décisions majeures. Mais voici ce que personne ne semblait comprendre. Ce n'était pas à propos de l'hôpital. Ce n'était pas à propos de ses blessures. C'était à propos du fait que la personne que j'avais épousée n'existait pas. La femme qui se remettait dans l'appartement de sa sœur était une étrangère qui portait le visage de ma femme depuis je ne sais combien de temps, et je ne pouvais plus rien croire venant d'elle. Comment pardonner à quelqu'un quand on ne sait même pas qui il est vraiment? Ce n'est pas une question rhétorique. Je ne connais sincèrement pas la réponse. J'ai déposé la demande de divorce 5 semaines après l'accident. Chloé était sortie de l'hôpital à ce moment-là, elle logeait chez Sophie, et mon avocat lui a signifié les papiers à l'appartement de sa sœur. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait parce que chaque jour que j'attendais était un autre jour où je me mentais à moi-même en me demandant si ce mariage pouvait être sauvé. Il ne le pouvait pas. Il y a des choses dont on peut revenir et d'autres non. Et c'était le genre de trahison qui brûle le pont si complètement qu'il ne reste rien sur quoi reconstruire. Le processus de divorce a été laid. Chloé s'est battue sur tout, la maison, les économies, les meubles, comme si elle pouvait juste garder assez de morceaux de notre vie ensemble, alors peut-être que cela prouverait que le mariage avait signifié quelque chose. Son avocat m'a dépeint comme froid et impitoyable. Il a dit que j'avais abandonné ma femme dans son moment de besoin, essayé de faire passer la liaison pour une erreur ponctuelle que je montais en épingle. Mon avocat a présenté les preuves. Les relevés téléphoniques que j'avais fait réquisitionner montrant des mois d'appels et de SMS entre Chloé et Adrien. Nous avions chacun nos propres forfaits téléphoniques via nos boulots, donc je n'avais jamais vu les factures. Les relevés de cartes de crédit montrant des chambres d'hôtel et des restaurants où je n'étais jamais allé. Des dépenses que je n'avais jamais remises en question parce que nous gardions nos finances principalement séparées et que je lui faisais confiance. Les photos que j'avais prises à la fourrière. Ce n'était pas une nuit.
Cela durait depuis près de 7 mois. 7 mois de mensonges. 7 mois à me regarder en face chaque matin et à faire semblant que tout allait bien. 7 mois à planifier, à brouiller les pistes et à jouer le rôle de l'épouse fidèle tout en vivant une vie entièrement séparée dont je ne savais rien. Quand j'ai vu toutes ces preuves étalées noir sur blanc, je me suis senti justifié mais aussi dévasté parce que cela signifiait que j'avais vécu dans un fantasme pendant plus de 6 mois sans même le savoir. 7 mois après l'accident, une fois le divorce finalisé, la maison vendue et tout divisé jusqu'au dernier mug à café, j'ai appelé Chloé une dernière fois. Pas parce que je voulais tourner la page, ou parce que je lui avais pardonné, ou parce que je pensais qu'il restait quelque chose à dire qui comptait. J'ai appelé parce que j'avais besoin qu'elle comprenne une chose qu'elle n'avait, je pense, jamais comprise. Quand elle a répondu, je pouvais entendre l'espoir dans sa voix. Comme si c'était peut-être moi qui appelais pour dire que j'avais fait une erreur, que je voulais qu'elle revienne. Je ne l'ai pas laissé parler. Je lui ai juste dit la vérité aussi clairement que je le pouvais. Je ne suis pas parti parce que tu étais dans cette voiture avec lui, ai-je dit. Je suis parti parce que tu étais prête à mentir si facilement, à planifier si soigneusement, à risquer tellement juste pour avoir ce que tu voulais. Je suis parti parce que j'ai réalisé que si tu pouvais faire tout ça, alors je n'avais aucune idée de ce dont tu étais capable d'autre, et je ne pouvais pas passer le reste de ma vie à attendre de le découvrir. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit quelque chose sur le fait que je ne comprendrais jamais ce que c'était que de se sentir piégé, d'avoir besoin de quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, d'être assez désespéré pour faire de mauvais choix. Comme si ça expliquait quoi que ce soit. Comme si ça rendait la chose acceptable. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait, que je le pensais sincèrement, mais que je ne pouvais plus faire partie de sa vie parce que je ne savais pas qui elle était et que je ne faisais pas confiance à qui elle pourrait devenir. Puis, j'ai raccroché. C'était il y a 3 mois. Je ne lui ai pas parlé depuis. Parfois, les gens me demandent si je regrette de ne pas être allé à l'hôpital cette nuit-là, si j'aurais souhaité gérer les choses différemment, si je pense avoir été trop dur. Et honnêtement, non, je ne regrette pas. Parce que la vérité, c'est que je n'ai pas abandonné ma femme blessée. Je me suis protégé d'une personne qui me mentait depuis si longtemps et si bien que j'avais commencé à croire que le fantasme était réel. Et peut-être que cela me rend froid. Peut-être que cela me rend sans cœur. Mais cela me rend aussi libre. Certaines personnes survivent à des accidents de voiture. J'ai survécu à un mariage avec quelqu'un que je n'ai jamais vraiment connu. Voici ce que j'ai appris de tout cela. La confiance, ce n'est pas seulement croire que quelqu'un ne vous fera pas de mal. C'est croire que s'ils vous font du mal, ce sera parce qu'ils ont fait une erreur, pas parce qu'ils l'ont planifié. Chloé n'a pas fait une erreur. Elle a fait une série de choix calculés sur 7 mois. Et chacun de ces choix me disait exactement qui elle était. J'aurais juste aimé être attentif plus tôt. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le dès la première fois. N'attendez pas la seconde chance, l'explication ou les excuses. Croyez-le simplement et agissez en conséquence. Cela pourrait vous épargner des mois ou des années de vie dans un mensonge. Et à tous ceux qui se sont déjà sentis coupables de s'éloigner de quelqu'un qui les a blessés, vous ne devez votre souffrance à personne. Ni à votre conjoint, ni à votre famille, ni à vos amis, et certainement pas à des inconnus sur Internet qui pensent savoir mieux que vous. Vous vous devez la paix. Et parfois, la paix signifie s'éloigner des gens que vous avez aimés autrefois. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires.